Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Bernard-Henri Lévy, fondateur de la revue Règles du jeu. Vous vous êtes mobilisé depuis le début de la guerre, on vous a entendu d'ailleurs sur LCI. Et puis vous êtes allé sur place à Odessa, dans ce pays que vous connaissez bien, l'Ukraine, Odessa, troisième ville du pays que vous connaissez aussi bien. Vous avez tenté d'aller plus à l'est, vers Nikolaïv. Vous êtes parti et puis vous avez été arrêté sur le chemin. J'imagine que vous avez vu des destructions. D'abord, Odessa, ville en sursis. Oui, plus qu'en sursis, ville en joue. Vous savez, de l'endroit où je dormais, on voyait l'escadre russe dans la rade d'Odessa avec ses canons pointés sur la ville. La nuit, on entendait les avions et on voyait les avions pendant les alertes qui tiraient sur les faubourgs d'Odessa. Et puis l'armée de terre russe, qui est pour l'instant bloquée à Mykolaïv, son but, c'est l'assaut sur Odessa. Donc Odessa est une ville, c'est ce que je raconte dans mon reportage de match de demain, c'est une ville qui est prise entre trois feux et dont le plan des Russes est de l'attaquer par la mer, par les airs et par la terre. Reportage à découvrir demain dans Paris Match. On va voir deux photos, tiens. D'abord, la photo, vous étiez avec Marc Roussel, un photographe. Votre reportage est titré « Prière pour Odessa ». Un jeune garçon, je ne sais pas si on peut voir la photo, un jeune garçon qui prépare, voilà, on la voit, qui prépare un cocktail Molotov. Il est tout jeune. Oui. Un adolescent, vous l'avez trouvé où, cet adolescent? Je l'ai trouvé dans cette cave, dans ce bout de catacombes. Odessa est la ville du monde, je crois, où il y a le plus grand réseau de catacombes, qui est un atelier clandestin, bien sûr, de fabrication de cocktails Molotov. Et là, il y a une classe d'étudiants en histoire qui forment une petite chaîne humaine et qui fabriquent des cocktails Molotov à la chaîne. Donc c'est des gamins, qui ont 20 ans, 18 ans, qui étudiaient l'histoire et qui aujourd'hui, par la force des choses, la font. Ils font l'histoire à leur manière parce qu'ils y sont forcés par cette guerre abominable. Alors on voit des étudiants métamorphosés en fabriquant de cocktails Molotov, mais elle vit encore à peu près normalement, cette ville? Non, elle est pétrifiée. Moi, vous savez, j'ai bien connu, enfin, je suis allé à Odessa plusieurs fois, il y a quelques années. C'est une ville méridionale, c'est une ville vivante, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville extraordinairement animée. Aujourd'hui, elle est vide. Il n'y a personne dans les rues, à part les volontaires de la défense territoriale, qui fabriquent des barricades, qui élèvent des montagnes de sacs de cailloux et qui soudent des croisillons dans le béton pour empêcher les chars russes d'arriver. Donc bien sûr que non. La ville est vraiment, comme vous le disiez, elle est en sursis. Elle attend l'assaut. Et c'est un sentiment terrible. On va le voir une autre photo, tiens. On voit bien l'assaut dans cette autre photo de Marc Roussel à découvrir dans Paris Match, votre reportage. Voilà, on voit les sacs de sable, on voit juste devant d'ailleurs. On voit cette ville, je crois qu'au fond c'est l'Opéra, je ne connais pas, mais la légende le dit. Et donc effectivement c'est une ville là, on se dit, en état de siège. Enfin, qui attend l'assaut, pardon, qui se prépare. Voilà, il y a quelque chose, moi je suis beaucoup allé jadis à Sarajevo. C'est une ville c'est entre Sarajevo et Troie. Le Troie de la guerre de Troie. C'est une Troie ukrainienne assiégée et qui attend le choc et qui s'y prépare avec sang-froid, détermination et, je dois dire, beaucoup d'héroïsme. On va y revenir à l'héroïsme, évidemment, des Russes et à la résistance. Je souligne que dans le reportage, vous avez aussi découvert en temps réel que sur une chaîne de télé russe, on vous décrivait comme l'ange de la mort et qu'un groupe de patriotes russes aurait mis votre tête à prix, enfin mise à prix de votre tête BHL, comme on dit, si vous me permettez, demain jour pour jour. Ça fera 4 semaines, 1 mois exactement, qu'aura débuté l'offensive russe en Ukraine. Vous nous direz tout à l'heure si ça a modifié l'analyse de la situation que vous faites de ce conflit. Mais je voudrais qu'on joigne tout de suite Lesia Vassilniko. Bonjour Lesia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je souligne que vous êtes en voiture. Merci de permettre cette liaison. Nous sommes en plateau avec Bernard-Henri Lévy. Vous êtes députée ukrainienne
député d'opposition d'ailleurs. Vous avez quitté l'Ukraine quelques jours avec une délégation parlementaire ukrainienne. Vous êtes rentré, je crois, hier matin à Kiev, capitale aussi bombardée. Il y a eu une attaque de drones kamikazes russes notamment qui a touché un bâtiment. On voyait les images ce matin sur LCI. C'est une ville sous couvre-feu. Qu'avez-vous constaté, Madame Vassilenko, comme changement à Kiev entre le moment où vous en êtes partie et où vous êtes revenue hier matin? Il y a bien sûr plus de sirènes. Il y a encore plus des attaques. On sait que dès aujourd'hui, on va avoir encore plus de missiles lancés par la Russie du territoire de la Crimée, qui est bien sûr toujours occupée par la Russie. Donc on attend que la situation va s'aggraver, mais de toute façon, c'est toujours contrôlé par les armées ukrainiennes. Et les gens, les citoyens de Kiev, ils sont bien forts, toujours dans notre âme, on sait bien que la victoire va être avec l'Ukraine. Comment vivent les habitants à Kiev? Vous savez, c'est un plaisir de voir que la vie retourne à Kiev, même dans ces conditions de guerre. Les cafés commencent à se rouvrir, les petits restaurants aussi. Donc, même des salons de beauté commencent à se rouvrir un petit peu à peu. La vie retourne, où la vie s'adapte à ces conditions de guerre. La ville s'adapte et revient plus à la normale qu'il y a une dizaine de jours, vous diriez? Oui, c'est vrai, ça devient... vous savez, je ne peux pas dire que c'est normal parce que c'est toujours des conditions de guerre. Il y a toujours des couvre-feux, il y a les sirènes qui sonnent tout le temps. Donc, c'est impossible de se sentir absolument en sécurité et absolument détendu. Mais de toute façon, c'est un bon signe que les gens ont déjà adapté à ces conditions-là et qu'ils cherchent du travail, qu'ils rouvrent leur place d'emploi et qu'ils commencent à donner des services aux citoyens qui sont restés en ville. En quelque sorte, vous apprenez, vous les Ukrainiens, quand c'est possible, quand tout n'est pas détruit, à vivre avec la guerre, avec le bruit des bombardements, les sirènes, les bombardements d'ailleurs, pas seulement les bruits, des bombardements réels. Lysia Vassilenko, vous êtes en voiture, on ne va pas vous garder trop longtemps, mais vous êtes une élue de l'opposition, je le disais tout à l'heure. Tout à l'heure, le président Volodymyr Zelensky s'adressera au Parlement français. Aujourd'hui, c'est un homme qui fait l'unanimité en Ukraine? Oui, absolument. C'est un président vraiment très fort, un président ukrainien en Ukraine. Il est sur sa place, il est avec le peuple, avec les armées. Il communique toujours avec tout le monde, avec tous les gens. Et ça vraiment donne beaucoup de sûreté, beaucoup de confiance en ce qu'on fait chaque jour pour nous défendre et pour arrêter cette agression atroce russe. Et le président, et chaque minute et chaque centimètre de ce chemin, le président est avec son peuple. Restez avec nous quelques instants, si vous le pouvez. Bernard-Henri Lévy, je le disais, il s'exprime, le président Zelensky. Bon, vous étiez un peu dubitatif. Il y a quelques années, quand il a été élu président, vous aviez écrit d'ailleurs un papier en disant « Je ne sais pas, vous posiez des questions ». Il n'y a plus aucun doute sur la valeur, la capacité de cet homme à défendre l'Ukraine, sa souveraineté, sa liberté. J'étais dubitatif comme tout le monde, bien sûr. Mais aujourd'hui, là, pour le coup, il y a eu une métamorphose, une mue. Cet homme est devenu plus grand que lui-même. Il porte l'Ukraine, il porte son destin, il porte les valeurs européennes. C'est un phénomène qui a lieu rarement dans l'histoire. Un individu qui, d'un seul coup, incarne ce qu'incarne Zelensky aujourd'hui. Et j'entends dire d'ailleurs souvent qu'il est bon en communication. Je ne crois pas du tout. C'est quand même un génie de la com. Je ne crois pas. Oh. Non, je crois que c'est un... Mais il n'est pas réduit à ça. Je crois qu'il est bon en histoire. Je crois qu'il est bon en histoire universelle. Je crois qu'il a le sens de
de ce qui est en train de se jouer. Il fait partie des premiers dirigeants au monde, il y en a aujourd'hui quelques autres, qui ont compris ce qui se joue, qui ont compris quelle était la vraie nature de Poutine, qui ont compris qu'il était en train de changer l'ordre du monde à son profit, qui ont compris qu'il était en train de détruire l'Europe et que la première cible de cette destruction, c'était l'Ukraine. C'est plus que la communication. Et ça m'agace un peu d'ailleurs quand j'entends dire que c'est roi de la com, tout le monde est roi de la com. Lui, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il a été saisi par quelque chose. Lesia Vasylenko, à propos de communication quand même, tous les jours, le président Zelensky communique avec les Ukrainiens. Il fait des vidéos, il vous les envoie. Est-ce que ça aide les Ukrainiens? Bien sûr, et ça fait partie de tout ce que Bernard a juste dit. Justement, il comprend que c'est important à ce moment-là pour les gens d'avoir ces mots, ces paroles qui viennent du président, du leader du pays. C'est important que les Ukrainiens sachent qu'est-ce qui se passe et quelle est sa position. Et ces mots, les paroles que le président nous dit chaque jour, 2 fois par jour au minimum, c'est ça qui nous fait comprendre qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous dans la même situation et tout le monde fait tout ce qu'ils peuvent et que notre président, dans tout ce qui se passe au monde, dans toutes les communications internationales surtout, il a toujours les intérêts des Ukrainiens. Et il parle de l'Ukraine partout en utilisant les mots qui sont très proches aux Ukrainiens, au cœur et à l'âme ukrainienne. Donc c'est très important pour nous d'avoir ces communications qui viennent du président. Aussi, ces paroles, ils inspirent les gens de se lever et de se battre et de se défendre chaque jour de plus en plus. Donc, je ne dirais pas que c'est non important, mais que ça va ensemble avec cette découverte que le président a eue en son mission de défendre et de sauver l'Ukraine et en même temps de défendre et de sauver les institutions internationales et surtout le système de la paix et de la sécurité mondiale. Vous avez senti ça, Bernard-Henri Lévy, l'effet d'entraînement du président Zelensky sur la population? Oui, et ces messages aux armées, ces messages aux citoyens, c'est ce que font tous les grands hommes politiques quand ils deviennent chefs de guerre. Vous savez, c'est ce que faisait De Gaulle à Londres, c'est ce que faisait Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale et aux pires heures des bombardements. Zelensky, il fait là son job d'unificateur de cette nation ukrainienne et d'unificateur de la résistance contre Poutine. Et on peut même aller au-delà. Je vous pose la question à tous les deux, Madame Vasylenko. Le fait qu'il n'ait pas quitté Kiev. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça aussi qui a mobilisé une résistance qui, c'est vrai, vu d'ici, nous impressionne. Absolument. Il ne se cache pas dans des bunkers ou dans des espaces très loin de son peuple comme Poutine le fait. Mais il est là à Kiev. On a des idées où il est à peu près. Il sort tout le temps. Il visite les hôpitaux militaires. Il visite l'armée. Il est là, il est présent, il est sur sol, il connaît et il sait lui-même tout ce qui se passe. Il est lui-même sous ces bombardements et il entend toujours le son des sirènes. Donc il est dans la même situation que tous les Ukrainiens, n'importe où. Donc, et ça, c'est ce qui fait la grande différence. Et ça, c'est ce qui inspire les gens ici en Ukraine et je pense que beaucoup de gens aussi autour du monde. Il y a un sommet diplomatique XXL demain, si je puis dire, à Bruxelles. Il y a à la fois l'Union européenne, l'OTAN, un G7 avec un Joe Biden, président américain, qui sera physiquement sur place. On annonce une nouvelle salve de sanctions. Ça n'arrêtera pas la guerre. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet, Bernard-Henri Lévy? D'abord un mot sur Zelensky à Kiev. Rappelez-vous cette phrase absolument géniale qu'il a eue tout à fait au début, au premier jour de la guerre. Quand Joe Biden lui a proposé une exfiltration, il a répondu, et ça, c'est pas de la com, ça, je crois vraiment que c'est sorti
vraiment comme un grand mot d'histoire. Il lui a dit « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions ». On est sûr que c'est lui qui l'a prononcé? C'est lui qui a dit ça, naturellement. C'est lui qui, à la proposition d'être exfiltré, a dit « mon pote, pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes ». Voilà, cette phrase-là, elle est magnifique et elle dit tout. Cet homme a pris tous les risques, il a pris le risque de mourir, il a pris le risque d'être numéro 1 avec sa famille sur la kill list de Poutine pour défendre des valeurs, pour défendre son peuple et pour défendre quelque chose qui est plus grand que lui. Est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de se défendre? Je reviens quand même au terrain. Vous y étiez. Oui. Et on va demander aussi à Mme Medeski. Est-ce qu'ils ont les moyens de se sûr. défendre? On voit beaucoup de bombardements, on voit des villes détruites. Une qui dit seulement qui est prise, c'est on voit des villes détruites et c'est atroce. On voit par ailleurs une armée russe qui, malgré sa colossale supériorité, n'avance plus, est enlisée. Si vous regardez bien les cartes, ce qui se passe depuis 3 semaines, l'armée russe est bloquée. Et l'armée russe a perdu. Vous savez, il y a probablement entre 8 et 12 000 soldats russes, et c'est terrible d'ailleurs, des tankistes, des simples soldats qui sont morts, souvent carbonisés dans leurs chars pour une guerre dont ils ne savaient même pas pourquoi ils la faisaient. Il y a 5 généraux aussi, pareil. Pardon ? 5 généraux aussi, pareil. 5 généraux, des officiers supérieurs, des chars abandonnés sur le bas-côté parce qu'en panne d'essence ou simplement parce que les soldats russes paniquent. Donc il y a un climat aujourd'hui de démoralisation, de démobilisation au sein de l'armée russe qui est la meilleure réponse à votre question. Ça prouve que les Ukrainiens résistent, se défendent et sont en train de gagner. Moi, c'est ça que j'ai compris à Odessa. On a toujours peur d'être un peu aveuglé quand même par ces descriptions. Parce que, et si l'armée russe reprenait son souffle simplement, alors effectivement, elle n'a pas fait la guerre éclair qu'elle aurait voulu faire, mais elle reste puissante. Poutine ne va pas s'arrêter là. Donc, est-ce qu'on ne se paye pas de mots ? Je ne crois pas. Je crois que l'armée russe est puissante, mais que ce qui décide du sort des guerres, c'est pas le nombre, c'est le moral. C'est la qualité de la résistance et des valeurs qu'incarne une résistance. C'est ça qui fait la différence. Et aujourd'hui, je vous assure, Odessa, ça je connais, j'y ai passé du temps. Je suis convaincu que Poutine n'aura pas raison d'Odessa. Il peut multiplier les bombardements. C'est une ville imprenable ? Certains disent qu'elle est imprenable. Elle est imprenable. C'est une forteresse. La ville que je décris dans ce reportage, c'est une forteresse imprenable. Poutine peut mettre les avions qu'il veut, il peut tirer les Scuds qu'il veut depuis l'escadre dirigée par le navire amiral Moskva. Il fera des dégâts, il détruira peut-être des monuments historiques sans prix, mais il perdra. Est-ce que vous avez des contacts, vous, avec le pouvoir ukrainien ? Oui, avec le pouvoir ukrainien, oui, bien sûr. Avec le président Zelensky ? Ça m'arrive, oui. J'ai eu la chance de le rencontrer avant son élection. Je l'ai raconté ailleurs, quelques jours avant son élection. Et j'ai l'honneur d'être resté en contact avec lui depuis. Lorsque j'ai fait, par exemple, il y a 2 ans, un reportage pour Match aussi, d'ailleurs, dans le Donbass, c'était grâce à lui. C'est lui qui m'avait donné l'autorisation d'accompagner des forces spéciales ukrainiennes tout le long de la ligne de front. Donc oui, j'ai des contacts avec lui. Oui. Vous avez entendu sa proposition de négociation il y a quelques heures. Il a dit « Je suis prêt à rencontrer Poutine, à discuter d'un compromis sur le Donbass, pourquoi pas un référendum ». Quel est le sens de cette proposition ? Il veut sauver son peuple, il veut arrêter le massacre. Il n'a pas voulu cette guerre. Contrairement à ce que dit la propagande du Kremlin, l'Ukraine n'a jamais menacé le moins du monde la Russie. Donc il veut que ça s'arrête. Et puis il n'est pas fait pour ça non plus. Il est un grand chef de guerre, mais il n'est pas né pour ça. Il n'a pas été formé pour ça. C'est pas ça le sens de sa vie. Est-ce que les sommets dont je vous parlais tout à l'heure, qui se tiennent à Bruxelles demain, avec une nouvelle salve de sanctions qui est déjà annoncée, c'est pour pousser Poutine à négocier ? C'est mettre une pression maximum, il faut négocier, il faut le faire arriver à la table ? Est-ce que vous y croyez par Moi, ailleurs ? ma position personnelle, vous savez, je pense les choses ne sont pas comparables, évidemment. Mais en 1941 ou 1942 ou 1943, l'idée, ce n'était pas de négocier avec Hitler.
L'idée, c'était de le vaincre. C'était de le vaincre. C'était de le faire rentrer en Allemagne et, si possible, de libérer le peuple allemand de sa férule. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il faut négocier. Mais le vrai but de guerre pour les Européens, ce que nous devrions désirer, qu'en tout cas moi je désire, c'est que Poutine soit vaincu. C'est que Poutine perde cette guerre absurde, cette guerre sans raison, cette guerre sauvage qu'il a lancée. Il faut qu'il la perde. Et ça veut dire quoi pour lui, perdre cette guerre? On dit déjà qu'il l'a perdue puisqu'il n'est pas arrivé à faire... Ça veut dire rentrer en Russie. Ça veut dire rentrer en Russie. Voilà. Y compris le Donbass compris? Mais y compris le Donbass. C'est l'idéal. Alors je vous dis pas que c'est... Je vous dis pas que c'est l'atteignable. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Mais je pense que pour un Européen de conviction, pour quelqu'un qui pense à l'avenir de ses enfants demain ou après-demain, ce qui est souhaitable, c'est que Poutine rentre en Russie et qu'il soit dit que ce pari d'occuper un pays par la force, de menacer la Pologne, de menacer les pays baltes, que ce pari, il l'a perdu. Si on donne à Poutine, si au terme d'une négociation, on lui donne ceci ou cela, le Donbass, la Crimée, que sais-je, ce sera une prime à la déstabilisation de l'Europe. Poutine, aujourd'hui, il a fait la preuve. C'est un homme qui fait la guerre en bombardant les hôpitaux, en bombardant les crèches, en bombardant les abris où trouvent refuge des centaines de civils. C'est des crimes de guerre. On ne peut pas donner une prime à ça. Il y avait un reportage absolument étonnant aussi hier dans Le Monde, un récit qui montrait qu'il y avait de la part des soldats russes des exécutions de villageois, d'hommes en particulier dans les villes, sans sommation. Pillage, viol, exécution sommaire, oui, bien sûr. Moi, j'ai entendu tout cela à Odessa et ailleurs. Une négociation, c'est toujours sur un compromis. Vous le savez mieux que moi. Oui, mais il faut. Ça ne sera pas l'idéal. Moi, je souhaite que ce soit Zelensky qui décide et que ce soit le peuple ukrainien qui décide ce qui est bon pour lui. Mais je vous répète à terme, je ne vois pas comment les Européens vont pouvoir vivre avec au-dessus de leur tête l'épée de Damoclès de ce régime qui les menace, qui les terrorise, qui nous terrorise aussi. Pour l'instant, il bombarde les Ukrainiens, mais il exerce ce chantage nucléaire qui est absolument insupportable. Il pétrifie... Vous avez entendu hier la phrase du Kremlin sur « nous n'utiliserons l'arme nucléaire que si notre existence mais toutes ces phrases distillées depuis bien avant la guerre en Ukraine, depuis le 17 décembre dernier, ce chantage nucléaire s'exerce. Nous n'utiliserons que si notre existence est menacée. Nous l'utiliserons si des lignes rouges sont franchies. Ou nous n'utiliserons pas. Tout cela est impensable. Le simple fait de prononcer ces phrases signifie que Poutine est en train de détruire l'architecture de la sécurité internationale née de la Seconde Guerre mondiale. Et l'Europe de la paix, cette Europe qu'ont bâtie les pères fondateurs de l'Europe, cette Europe du plus jamais ça, cette Europe dont François Mitterrand et Helmut Kohl disaient qu'elle était destinée à assurer la paix sur le continent, il est en train de la faire voler en éclats avec la guerre en Ukraine et ses dévastations, et avec des saloperies comme ces phrases dont vous parlez. On a quitté, ou plutôt Lesia Vassilenki nous a quittés parce qu'elle est en ce moment même à un poste de contrôle. Vous avez vu qu'elle était en voiture et donc elle ne pouvait plus nous téléphoner. On la remercie bien sûr. Vous avez été sur plusieurs terrains de guerre pour finir, Bernard Lévy. Ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il a de différent celui-là? Comment vous le caractériseriez? D'habitude, les guerres que j'ai couvertes pour le journal Le Monde et désormais depuis quelques années pour Paris Match, c'est des guerres oubliées. C'est des guerres dont le monde ne se soucie pas et dont l'issue probablement ne changerait pas grand-chose au cours du monde. Là, pour la première fois, enfin une des premières fois, parce que j'avais déjà fait un reportage en Ukraine, pour la première fois, c'est le contraire. C'est pas une guerre oubliée, c'est une guerre décisive. De l'issue de cette guerre va dépendre le sort notre sort et celui de nos enfants pour des générations. Et vous ne cesserez de le dire. Rendez-vous à 15h en direct sur LCI pour bien sûr assister à l'adresse du Parlement, du président Zelensky au Parlement français. Votre reportage à retrouver demain. Prière pour Odessa, dans Paris Match, un récit
je dois dire, très intéressant. Merci beaucoup Bernard Olivier d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.